Ravi de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. 1er décembre, date fixée pour le procès de Barthélémy Dias. Le maire de Mermoz-Sacré-Cœur sera présenté devant la première chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar. Il sera jugé pour coup mortel après la mort de Ndiaga Diouf devant les locaux de sa mairie. Dakar, capitale du pétrole et du gaz, un premier pas du Sénégal dans le but de se doter de toutes les garanties et précautions nécessaires pour l'exploitation de ses ressources naturelles. Au cours de cette cérémonie, le ministre de l'Énergie a dévoilé les résultats d'une étude sur le carburant toxique. Les détails de ce rapport au cours de cette édition. L'archevêque de Dakar contre le retour de la peine de mort. Monseigneur Benjamin Ndiaye condamne avec fermeté les crimes commis ces derniers jours. Déclaration faite en marge de la visite des membres du Haut Conseil pour le dialogue social, lesquels ont d'ailleurs fustigé la recrudescence de la violence. Plus que 24 heures pour l'ouverture de la 25e FIDAK, les exposants du pavillon vert victimes d'incendie l'année dernière affirment courir toujours derrière leur indemnisation. Pendant ce temps, au niveau du SUCES, les ouvriers mettent les bouchées doubles pour achever les travaux. En sport, Sadio Mané élu meilleur footballeur sénégalais de l'année. Pape Ibnouba désigné meilleur footballeur au niveau national, des titres décernés par l'Association nationale de la presse sportive, l'ANPS, qui cette année n'a pas attribué le titre de meilleur sportif de l'année, faute de bonnes performances. Et puis l'invité du 20h, il s'agit de M. Pape Ralignan, directeur général de l'agence de sécurité de proximité. Par ailleurs criminologue, il est interrogé par Mamadou Ibrakan, une interview que vous pourrez suivre comme d'habitude tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Rebonsoir à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre. Ça y est, c'est officiel. Barthélémy Dias, le maire de Sacré-Cœur, Mermoz, va comparaître ce 1er décembre. Son dossier a été enrôlé par le procureur. Il sera présenté devant la première chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar. Barthélémy Dias sera jugé pour coup mortel après la mort de Ndiaga Diouf devant les locaux de sa mairie, la mairie de Sacré-Cœur, Mermoz. Les faits remontent en 2011. Une comparution qui interviendra quelques jours après la levée de l'immunité parlementaire du député-maire. Le Sénégal abrite depuis ce matin un sommet sur le pétrole et le gaz, un premier pas dans la volonté du Sénégal de se doter de toutes les garanties et précautions nécessaires pour l'exploitation de ses ressources naturelles. L'installation du comité d'orientation stratégique Pétrogaz est d'ailleurs annoncée pour le 2 décembre prochain. Plusieurs sociétés étrangères y prennent part. Compte rendu signé Aminata Mbaresso et Mohamed Dia. Le Sénégal à l'école de ses pairs, objectif trouver la bonne démarche pour tirer un maximum de profit des importantes découvertes de gaz et de pétrole. Le premier mouvement aujourd'hui, c'est de faire l'état du lieu des découvertes de gaz et de pétrole et des concepts de développement. Ensuite viendra le temps, et nous nous y attelons, de convoquer tous les partenaires privés sénégalais pour donner le maximum d'informations disponibles et essayer de les préparer aussi à s'impliquer davantage dans le pétrole et le gaz. Le premier sommet sur le pétrole et le gaz se tient dans la capitale sénégalaise. D'importantes sociétés étrangères et locales y prennent part. Il n'est absolument pas concevable, madame, que nous Sénégalais qui sommes souverains et que je pense aussi qu'avons, comme on dit, full la faille, de voir notre pétrole et le gaz nous passer sous le nez pour aller où. Le Sénégal s'est doté par ailleurs d'un important cadre juridique pour sécuriser l'exploitation de ses ressources pétrolières et gazières. Le modèle de contrat de partage et de recherche qui existe et dont nous nous sommes librement dotés permet au Sénégal de tirer le maximum de revenus possible avec un investissement minimum et en plaçant le risque chez le privé. Nous pouvons espérer, à l'état actuel des volumes qui pourraient être produits par jour, nous pouvons espérer avoir jusqu'à 70% des revenus. Après, bien sûr, le recouvrement des coûts. Le ministre de l'Énergie et des Mines a annoncé l'installation du comité d'orientation stratégique Pétrogaz, un comité composé pour la plupart de ministères, mais également des membres du Haut Conseil, des collectivités territoriales et des parlementaires.
Et nous restons avec ce sommet au cours duquel le ministre de l'Énergie et des Mines du Sénégal annonce les résultats du rapport sur le carburant toxique. Thierno Alassane Sall de rappeler que les normes établies aux États-Unis ou ailleurs ne peuvent être les mêmes qu'au Sénégal, les réalités étant tout autres. Il a fait cette déclaration, je vous le disais tout de suite, à l'ouverture du sommet. Nous l'écoutons au micro d'Aminata Mbariso et Léa Niafouna. J'ai d'ailleurs hier reçu le rapport de la commission qui avait été établie pour aller faire des prélèvements sur le pétrole qui entre, sur les produits pétroliers qui entrent au Sénégal, et à l'effet de voir la conformité avec les normes de notre pays. J'inviterai le CNH, le Comité national des hydrocarbures, avec les consuméristes, à rencontrer les consuméristes pour délivrer les résultats qui ont été réalisés dans les laboratoires de la SAR, qui n'est donc pas impliqué dans l'importation de ces produits finis. Et vous verrez que les résultats indiquent vraiment une conformité avec les normes qui sont les nôtres. Nous avons été un peu plus large en proportion, c'est-à-dire en valeur relative. Mais quand on le multiplie avec le nombre de véhicules ou le nombre d'usines, le nombre d'avions qui circulent dans notre ciel et qui émettent, relativement à, par exemple, Chicago, où chaque minute vous avez un avion qui vole et qui décolle. Il y a plus d'avions en une heure dans le ciel de Chicago que peut-être dans toute l'Afrique réunie. Alors, si vous voyez vous le ramenez en valeur absolue, parce que c'est ce qui compte, vous voyez bien qu'il y a plus d'émissions dans ce pays que dans les nôtres. Publication d'un rapport sur la croissance des entreprises privées. Selon le responsable de cette étude, le professeur Ahmadou Alimbaye de l'UCAD, eh bien, les entreprises du secteur privé auront du mal à décoller si une réforme n'est pas apportée dans les textes qui les régissent. Déclaration faite au cours d'un atelier de partage à Ziguinchor. Je vous propose d'écouter le professeur Ahmadou Alimbaye. Ses propos sont recueillis par notre correspondant sur place, Boubacar Diassi. Les contraintes ont été identifiées à l'échelle nationale. Les contraintes majeures qu'on a identifiées, qui sont des contraintes rédhibitoires et qui gênent tous les segments du secteur privé, c'est essentiellement l'énergie et ce qu'on a appelé le cadre réglementaire. Le cadre réglementaire pose des obstacles aux entreprises de plus grande dimension, c'est les impôts, c'est la douane, c'est l'exécution des contrats, c'est le code du travail. Pour les PME en général, elles sont moins exposées parce que simplement elles les ignorent. Mais les ignorants, elles se privent d'autres opportunités d'affaires également. Parce que tout le monde sait que pour avoir accès à certains services, en particulier au marché public, il faut être en règle par rapport à toutes ces administrations-là. Donc on peut dire que les contraintes qu'on a identifiées comme majeures, que ce soit l'énergie, que ce soit les distorsions du cadre réglementaire, c'est des contraintes qui se posent à tous les secteurs privés, quel que soit le segment. Et reparlons de l'édition du pèlerinage à la Mecque. La délégation générale tire son bilan. El Haj Abdelaziz Kébé estime que les objectifs fixés ont été largement atteints. Une mission réussie, selon lui, grâce à la réduction du quota présidentiel et du nombre de missionnaires. Le délégué général évoque également le nouveau cahier de charges pour le prochain pèlerinage. Mamadou Fall, Modou Diop l'ont rencontré. Reportage. Une première au Sénégal, l'organisation du pèlerinage 2016 s'est déroulée sans couac. Plus de 10 000 pèlerins convoyés à la Mecque sans trop de difficultés. Un bilan satisfaisant pour la délégation générale composée de plusieurs cellules. 1500 qui ont été encadrés par la délégation générale au pèlerinage et 9000 qui ont été encadrés par les voyagistes privés. Le nombre d'organisations privées qui ont convoyé est, je crois, 93 ou 94 si je ne me trompe. Une réussite acquise en quelque sorte grâce à la réduction du nombre de missionnaires. 140 le plancher au minimum. L'année dernière, on a eu une mission de plus de 200, l'année d'avant notre arrivée. Cette année, nous sommes allés avec 20 missionnaires. Donc 20 missionnaires ne peuvent faire ce travail que s'il y a cet esprit-là que nous avons essayé de bâtir et que nous avons réussi, non pas parce que c'est nous, mais c'est parce que c'est eux. Une délégation qui se tourne déjà vers le pèlerinage de 2017. Le nouveau cahier de charges qui a été élaboré avec la participation de ces voyages privés peut être articulé autour des points suivants. D'abord,
Au niveau des quotas, désormais, le voyagiste privé ne peut convoyer moins de 100 pèlerins. Il ne peut convoyer plus de 600 pèlerins. Cette fourchette permet en fait de rationaliser et de rassembler les organisations qui s'éparpillent. Selon le secrétaire général de la délégation, les 6 objectifs visés ont été atteints lors de ce pèlerinage. Des innovations ont été également apportées afin de bâtir une communauté autour du pèlerinage. Et le ministère des Affaires étrangères se dit très satisfait du travail abattu par la délégation générale au pèlerinage à la Mecque. Selon son secrétaire permanent, Maître Mam Baba Sissé, plutôt venu représenter le ministre Mankeur Ndiaye, eh bien, aucun pèlerin ne s'est plaint cette année et cela traduit la bonne organisation du pèlerinage 2016. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Mamadou Fall et Modou Diop. Qui a été créé en avril. 2 mois pratiquement après, les inscriptions avaient démarré, mais par la grâce de Dieu, ce pèlerinage 2016 s'est passé dans d'excellentes conditions. En tout cas, les meilleurs juges du succès du pèlerinage, que sont les pèlerins eux-mêmes, ont décerné un satisfecit total au délégué général et à son équipe. Donc l'autorité, le ministre des Affaires étrangères ne peut qu'être satisfait. Préparatif du Gamou de Tivaouane, la SONES donne l'assurance qu'il y aura 0 pénurie d'eau et que tous les quartiers et villages rattachés à la cité religieuse seront bien approvisionnés en eau potable. Une délégation de la SONES, présidée par son directeur général Charles Fall, a rendu visite au porte-parole du Khalife général des Tidjanes, et ce pour lui présenter les réalisations faites par le gouvernement. C'était en présence de nos correspondants sur place, Charanta Diop et Saïla Tir. Le directeur général de la SONES a rendu visite au porte-parole du Khalife général des Tidjanes, Serigne Abdou Aziz Sy, pour lui faire le point des réalisations en matière d'approvisionnement correct en eau potable. 25 km d'extension de réseau ont été posés l'année dernière pour accompagner la politique du chef de l'État en termes de modernisation des cités religieuses. Cette année, nous sommes revenus avec 10 km complémentaires pour accompagner cette urbanisation de la ville de Tivaouane, mais aussi réitérer également notre offre de branchements sociaux en faveur des populations de Tivaouane, à qui nous offrons 1000 branchements sociaux afin de permettre à peu près au moins 10 à 15 000 personnes complémentaires d'accéder à l'eau. Et nous ne ménagerons aucun effort afin que l'approvisionnement en eau des pèlerins pendant la période de Gamou soit assuré. Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin a vivement félicité le gouvernement pour les efforts consentis dans ce domaine. Il a exhorté les autorités de la SONES à prendre toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas pénurie d'eau avant et après le Gamou de Tivaouane. En matière d'approvisionnement en eau potable, pour les Gamou de Tivaouane, nous n'avons jamais vécu de réels problèmes en eau. Cependant, il faut prendre toutes les dispositions. Ici à Tivaouane, la population a augmenté. Tout sera mis en œuvre pour un approvisionnement correct en eau potable à Tivaouane, sans avoir recours aux camions citernes. C'est le vœu exprimé par Charles Faye, le directeur général de la SONES. L'archevêque de Dakar condamne les crimes survenus ces derniers jours, mais il est contre le rétablissement de la peine de mort. Il l'a fait savoir lors de la visite des membres du Haut Conseil pour le dialogue social, des membres qui ont à leur tour condamné la recrudescence de la violence. Le HCDS s'est réjoui du discours d'encouragement de Monseigneur Benjamin Ndiaye sur les efforts consentis pour résoudre la crise dans l'éducation. Pape Faragning et Diafaraba pour les détails. Nous te demandons d'en bénir tous les acteurs. C'est avec des prières que l'archevêque de Dakar a reçu la délégation du Haut Conseil du dialogue social dans un contexte très particulier marqué par la vague de meurtres dans le pays. Et aujourd'hui, nous avons enregistré aussi un événement très malheureux, Fatoumata Makhtar Ndiaye, qui a perdu la vie dans des circonstances véritablement difficiles. Nous regrettons. Nous condamnons, nous pleurons encore notre sœur, notre compatriote, mais nous voulons, dans le même temps, apaiser, faire confiance à l'État et à l'État de droit. Très affecté par la recrudescence de la violence, Monseigneur Benjamin Ndiaye rappelle les enseignements de la Sainte Bible. À côté de la paix que nous a amené le dernier Magal de Touba, nous avons eu à déplorer ce meurtre
de la vice-présidente du Conseil économique, social, environnemental, avec d'autres meurtres d'ailleurs qui suivent. Je voudrais rappeler que dans la Bible, quand Dieu dit « tu ne tueras pas », ça s'adresse à tout le monde, parce qu'on sait qu'une vie qui a été supprimée, ce n'est pas en supprimant le meurtrier qu'on va faire revenir cette vie, mais que la société se donne les moyens pour éradiquer de son sein toute violence, parce que tuer, c'est dans tous les cas un geste de violence. L'archevêque de Dakar a magnifié aussi le rôle du Haut Conseil du dialogue social, particulièrement dans la gestion de la crise scolaire. Nous avons déjà fait la session de pré-rentrée avec tous les acteurs de l'école et jusqu'à présent, je touche du bois, machallah, bon, ça se déroule normal. Le ministre aussi a fait des efforts dans le cadre de ses relations avec les partenaires sociaux, il faut le reconnaître. Après cette visite de courtoisie, c'est l'archevêque de Dakar. Le Haut Conseil du dialogue social compte poursuivre sa tournée ce vendredi à Yoff avant d'aller à Kaolack. L'institution prévoit de présenter son rapport au chef de l'État à la fin de l'année. Les journalistes à l'école du genre, l'initiative est signée. Le réseau Sigil Jigéen en partenariat avec la RADDHO. L'objectif visé est de permettre aux journalistes de maîtriser leur communication autour des sujets portant sur la violence basée sur le genre. Aïssatou Paye et Mohamed Dian nous en disent plus dans ce reportage. Superficialité du traitement de l'information relative aux violences basées sur le genre, déficit d'information, autant de griefs listés par la RADDHO et le réseau Sigil Jigéen, d'où la tenue d'un atelier de formation des journalistes sur les VBG. C'est que les journalistes, en rédigeant les articles de presse sur les violences basées sur le genre, ne font pas référence aux instruments, aux textes nationaux et internationaux qui protègent les victimes. Ils ne connaissent pas parfois même les violences basées sur le genre. Donc l'objectif premier est de renforcer la capacité afin qu'ils puissent mieux rédiger les articles et de contribuer ainsi à la lutte contre les VBG au Sénégal et dans les 3 autres pays cités bien avant. Le combat se poursuit pour permettre aux femmes victimes de violences et qui se murent dans le silence de briser les tabous. Nous pensons que les femmes ne viennent pas parce que souvent elles ont peur de la réaction de leur environnement. En disant que j'ai été par exemple violée, je suis stigmatisée par la population, par mes proches, donc mieux vaut se taire. Alors qu'en leur montrant leurs droits, en leur disant que non, nous vous soutenons, vous avez un recours, elles seront encouragées à se plaindre, à porter plainte contre ceux qui leur font violence. Les plaintes de certaines femmes se font en sourdine à travers des médiations sociales. Une situation qui complique davantage la lutte. Le taux reste à vérifier parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'au niveau des familles, il y a beaucoup plus aujourd'hui de médiation sociale que le fait de porter l'affaire devant les juridictions. Et ça, c'est un travail de fond que nous devons faire en tant que société civile pour pouvoir amener les populations à dénoncer les auteurs de ces actes. Malgré un travail énorme abattu par le réseau Sigil Jigéen et la RADDHO, les violences basées sur le genre augmentent. Le taux de prévalence est de 52,6% au sein des ménages et de 29,6% dans les milieux de formation. Le CICES entame son retoilettage à quelques heures de l'ouverture de la 25e FIDAK. Sur place, les ouvriers mettent les bouchées doubles pour terminer les travaux. Et du côté des exposants, les sinistrés du pavillon vert qui disent courir toujours derrière leurs indemnisations 1 an après la foire. Chertidiane Dion, Younous Diatta. On n'a pas vu d'expert d'une compagnie d'assurance. On n'a pas vu de contrat d'assurance. Donc, on peut présumer que la foire n'avait pas de contrat d'assurance. Ces mots sont d'un des sinistrés de la précédente foire. Mahoudiassi et ses amis commerçants qui occupaient le pavillon vert courent toujours derrière leur indemnisation. On a eu des promesses, on a entendu le directeur à la télé, mais jusqu'à présent, on n'a encore rien de concret. Et déjà être à la foire peut être risqué si on voit sur le volet sécuritaire,
parce que les branchements n'ont pas changé, le risque est toujours présent. Dans ce même pavillon, on s'affaire au dernier réglage. Les exposants n'ont aucune crainte pour s'installer de nouveau dans cet espace. Le problème, nous n'avons pas beaucoup de soucis à se faire, même si le pavillon était réduit en cendres l'année dernière. La sécurité est de mise. kon ren bu ñu ñëwaatee tamit dañuy ñaan yàlla rek yàlla mi ñu sàmmoon sàmmaat ñu. noonu yaakaar daal xëy na am na tardement quoi. L'année dernière, à pareille heure, les commerçants avaient déjà commencé à exposer dans les stands. Pour cette édition, nous sommes sur le point de le faire aussi. Autre corporation qui tire profit de ce rendez-vous d'affaires et d'échanges, les chauffeurs. Nous faisons la navette entre le port autonome de Dakar et le CICES. C'est la traite pour nous les chauffeurs. La 25e édition de la Foire internationale de Dakar débute ce 24 novembre jusqu'au 9 décembre prochain. Et du CICES, nous mettons cap sur l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sur place, se restaurer au niveau du campus social un véritable casse-tête. Selon les pensionnaires, l'unique restaurant ouvert ne supporte pas la masse estudiantine qui fréquente les lieux. Résultat, une longue file indienne fait le guet devant les portes du restaurant au moment où d'autres tentent de se rabattre sur les restos privés qui se trouvent souvent dans l'enceinte du campus social. Chertidiane Dion et Diafaraba y ont fait un tour. Reportage. 18h55 devant le restaurant Salve du campus social. À cette heure, une file indienne se dessine. Les étudiants attendent impatiemment le repas du soir. Et je pense qu'on dépasse aussi beaucoup de temps pour venir au resto et prendre les déjeuners. Côté qualité, non, pas du tout. Mais c'est aussi compréhensible de la part des étudiants parce que comme nous le savons avec le nombre, avec un seul resto, donc franchement on comprend aussi ceux qui sont ici à notre service. Donc je pense qu'on ne les blâme pas de trop, mais tout simplement à la direction, je veux dire coude. Parce que je ne pouvais pas attendre. Donc ce qui veut dire que le restaurant ne supporte pas? Non, ne supporte pas les étudiants. Parce qu'un seul restaurant pour tous les étudiants, ça ne suffit pas. Il n'y a pas assez d'étudiants dans la faculté, c'est pourquoi. C'est ça la raison. Madi, Sissoko et Amisen préfèrent se restaurer chez eux ou dans les restaurants privés du campus social, ce qui n'est pas chose aisée, disent-ils. Bon, moi, quand je trouve que les restaurants, il y a beaucoup de personnes, je pars dans les boutiques pour acheter des choses et manger. Depuis temps, on n'a pas... Il faut aussi savoir que tous les étudiants et étudiantes ne sont pas boursiers. Donc dans ce cas, c'est difficile. Vraiment, la vie étudiantine est très difficile actuellement. Le fait de perdre ton temps alors de faire des rangs, c'est difficile. Cause pour laquelle, lorsqu'on est venu ici pour faire cours, on est obligé d'entrer comme ça. Outre la restauration, les étudiants rencontrés sont confrontés à un problème d'hébergement. Certains d'entre eux sont obligés de rentrer chez eux. Moi, j'habite ici, dans l'ensemble 18 au Pavillon. Jusqu'à présent, on ne peut pas loger ici parce qu'il y a un manque d'organisation venant des autorités du coup. Depuis le 2 novembre, le restaurant Salve est ouvert pour prendre en charge les étudiants de l'UCAD, chose qui n'est pas facile. D'après une source, ils peinent à servir les 6000 plats quotidiens prévus par la Convention. Inauguration ce matin du GENOC, le Global Network Operation Center, un projet mené par 9 pays du globe orange en Afrique. Objectif, exploiter ensemble un réseau de télécommunications. Le siège du GENOC se trouve à Dakar. Le projet génère déjà 140 emplois et je vous propose d'écouter Ndiogou Dian. Il est chef du projet. Il est interrogé par Fatih et Mohamed Dian. Le GENOC Global Network Operation Center est un projet en tout cas qui a été mené par 9 pays du groupe Orange en Afrique pour mutualiser l'exploitation de leur réseau de télécommunications dans le domaine que sont le cœur de réseau voix et de data mobile, mais aussi les plateformes de services de réseaux intelligents et de services à valeur ajoutée, mais aussi tout ce qui est transport, donc transmission, SDH et IP. Nous précisons que le siège du GENOC se trouve à Dakar, et donc il est clair donc dans ce dispositif, tout ce qui est facturation des services à ces pays se fait à partir de Dakar. Donc ce qui fait, au-delà des recrutements que crée ce dispositif avec la supervision et l'exploitation des réseaux à partir du Sénégal,
des rentrées financières et fiscales pour le pays dans le cadre de ce projet-là. L'ensemble en général des concurrents que nous avons dans les différentes géographies où nous opérons externalisent l'exploitation de leur réseau vers des pays en Asie, essentiellement en Inde ou en Chine. Sonatel, le groupe Orange, de façon générale, a fait le choix de construire un GenOp à Dakar et donc de ne pas externaliser dans d'autres pays. Ce qui fait que nous conservons nos emplois ici en local, mieux nous en créons plus puisque nous supervisons 9 autres pays. Donc ce qui fait que ce projet génère de l'emploi. On a dit rien qu'au début, 140 ingénieurs sont recrutés ici en local. Et les télécommunications, nous passons à la pêche pour parler de pêche du poulpe. Pour être beaucoup plus précise, à forte valeur commerciale, la régénération de cette espèce préoccupe les acteurs de la pêche de Rufisque et de Bargny. Ces derniers ont procédé à l'immersion de 1200 pots et ce pour permettre à cette espèce de se reproduire et du coup participer à la biomasse. Ousseynou Thiam, Biradiagne ont embarqué dans leur pirogue pour assister justement à cette immersion. Reportage. Dans l'optique d'appuyer la reproduction du poulpe, les acteurs de la pêche de Rufisque et de Bargny ont procédé à l'immersion de 1200 pots de récifs artificiels à Bargny. Une manière pour ces acteurs d'augmenter la biomasse. Nous sommes réunis à Bargny donc pour procéder au lancement de l'immersion des récifs pour la ponte du poulpe. Vous savez que le poulpe, c'est une espèce très importante du point de vue économique et social parce que ça occupe une part très importante dans les exportations au Sénégal. Donc, vu sa valeur commerciale et au niveau international et surtout l'état de dégradation donc, des habitats au niveau marin, on a pensé aujourd'hui immerger des récifs pour appuyer la ponte du poulpe. Ça, c'est une expérience qui date de plus de 10 ans, qui a été développée au niveau de Nianing par la JICA. Revenant sur la particularité de l'espèce, ces acteurs estiment que le poulpe a une forte valeur commerciale et sociale. Et donc à hauteur de 2000 pots que nous avons, en tout cas que nous comptons immerger au large de Bargny et de Rufisque. Vous permettez à l'espèce de se reproduire, c'est pour augmenter la biomasse. Donc nous comptons vraiment régénérer cette espèce, comme j'ai dit tantôt. C'est une espèce qui a une forte valeur commerciale, mais aussi du point de vue social. Il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur cette espèce. Quand le poulpe apparaît, je pense que tout le monde abandonne les autres techniques de pêche pour se vraiment focaliser uniquement à la pêche du poulpe. Parce que c'est une espèce qui rapporte beaucoup d'argent aux acteurs de la pêche. Bon, ce projet, c'est à hauteur de 6 millions d'euros. Hein. Interpellé sur l'impact environnemental, le chef de service départemental de la pêche rassure et informe que c'est à base d'argile et de coquillage que ces pots ont été fabriqués. Allez, parlons culture à présent. La 7e édition du festival Métisson de Saint-Louis sera organisée cette année du 1er au 3 décembre prochain. Ce festival s'est ancré dans l'agenda culturel de la vieille ville. Cette année, la programmation dévoile des artistes nationaux africains et européens évoluant entre Dakar et Saint-Louis. Le festival permet également de faciliter les échanges dans le cadre d'ateliers. Il va se dérouler sur 3 jours et a pour principal objectif de lancer la saison touristique selon son organisateur. Jean-Michel Schmitz, qui a fait face à la presse ce mardi. C'était à l'Institut culturel français de Saint-Louis. Je propose de l'écouter au micro de notre correspondant, Ousseynou Diop. Vous l'avez noté, certaines nouveautés. Le premier jour à Dakar, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le but est de faire mieux connaître le festival dans la capitale et de donner envie aux Dakarois de monter, vous rencontrer notre ville, enfin visiter notre ville. C'est ça, c'est de pouvoir s'ouvrir. Saint-Louis est une ville de métissage, est une ville de rencontre, est une ville de croisement, et je pense que Métisson est vraiment dans cette dynamique-là. En termes de message, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, ça fait 2 ans qu'on passe le message de l'autosuffisance. Pourquoi? Parce qu'on est aussi à Saint-Louis, on est dans la région du fleuve, où il y a effectivement des capacités, je dirais, en agriculture. Donc avec nos partenaires, nous essayons de travailler là-dessus. C'est pas du tout, je dirais, un langage, on va dire, politicien. Je crois qu'il y a un vrai enjeu, et ce genre d'événement permet de passer certains messages aussi qui sont très importants.
dans la page des sports, Modulo élu meilleur lutteur de la saison 2015-2016, Pape Ibnouba meilleur footballeur local de l'année selon Oumar Diarra, secrétaire général de l'Association nationale de la presse sportive, l'ANPS, qui parle d'un scrutin assez serré. Oumar Diarra ajoute que le titre de meilleur sportif de l'année n'a pas été décerné faute de bonnes performances. Je vous propose de l'écouter au micro de Chersali Boudiara Younoussiata. Il y a eu beaucoup de suspense dans ce vote parce que si vous voyez par exemple, si Sadio Mané est passé avec 210 points, peut-être devant Khalidou Koulibaly qui n'a eu que 103 points et peut-être Cheikhou Kouyaté qui n'en a eu que 74, pour les autres, ça a été très serré. Par exemple, Modulo n'a remporté que de très près avec 153 points contre 152 le titre devant Regreg. Et c'est Lac de Guerre 2 qui a suivi peut-être avec 43 points. Donc c'est dire que c'était pas facile pour par exemple pour le lutteur, pour élire le meilleur lutteur. Le meilleur footballeur local aussi, cela s'est joué presque sur un coup de D1 parce que pour la première fois, un gardien de but local, Pape Seydou Ndiaye en l'occurrence, a recueilli 147 points, juste derrière Pape Ibnouba qui était le meilleur buteur de la saison dernière avec 17 points, qui évolue actuellement au Stade de Mbour et qui venait de la Linguère, qui a eu 149. La cérémonie est prévue le dimanche 18 décembre au Théâtre National Daniel Serrano et ce sera une cérémonie diurne, c'est-à-dire ça va se faire le jour de 9h à 13h. C'est que le titre de meilleur sportif n'a pas été décerné compte tenu du fait que la presse sportive sénégalaise a constaté que durant cette année olympique, peut-être les performances sportives n'ont pas volé très haut. Nous parlons foot à présent avec la 3e journée de Ligue 1. Niaritali Bourreau du Casa Sport, défait pour la première fois de la saison. Les Galactiques ont encore dominé les Sulistes sur un large score de 4-0. Compte rendu Chersali Boudiara, Chertidiane Diao, Younous Diata. Niaritali douche le Casa Sport. Les Rouges et Bleus ont laminé les Casacés sur le score de 4-0 en festival de buts qui s'est tenu en seconde période. On est monté en puissance au fur et à mesure du match. La première mi-temps nous a donné confiance. Il ne faut pas oublier que sur la première mi-temps, on s'est créé 3 situations quand même assez nettes qu'on aurait dû terminer. Et finalement, en demandant aux joueurs d'être un peu plus efficaces dans les derniers gestes, notamment les centres, mais on a vu que ça a payé. NGB, bien en place durant toute la partie, se reprend. Ainsi, après sa défaite lors de la dernière journée, il monte même à la 3e place du classement. C'est une satisfaction, on a été efficace dans les 2 surfaces. Et on a su, je pense, imposer notre rythme face à une très très bonne équipe de Casa. Par contre, c'est un coup d'arrêt pour le Casa Sport. L'équipe du Sud a connu sa première défaite de la saison. Le véritable problème, c'est qu'on n'a pas su gérer nos temps forts et faibles. Et on a été le plus souvent en découvert. Et je crois que ça nous a porté préjudice. Et en plus, je crois qu'on n'a pas été simple dans le jeu. On a trop couru avec le ballon. Et je pense que c'est une défaite que nous acceptons. Ici, cela à domicile il y a juste une semaine. Et là, nous prenons la même chose. Bon, on va se remettre au travail et préparer le prochain match. Le Casa Sport aura l'occasion de se reprendre à domicile face au Stade de Mbour, alors que Niaritali aura l'opportunité d'enchaîner avec un déplacement chez la Lanterne Rouge, la Linguère. Et nous restons avec cette 3e journée de Ligue 1. L'AS Douanes engrange son premier point de la saison. Elle a tenu en échec l'US Gorée sur le score d'un but partout. Lansana Sagna a répondu à l'ouverture du score signé par le Goréen Chérif Bayo. Un match nul diversement apprécié par les 2 coachs que je vous propose d'écouter toujours au micro de Chersali Boudiara et Younous Diata. Pas trop. Vous savez, c'est le football. Hein. On ne peut pas tout le temps... Pour ça, on a gagné. Mais bon, ce qui n'a pas marché, ça n'a pas marché de l'autre côté de l'US Gorée aussi. Hein, donc, c'est pas seulement nous, c'est les occasions, on les rate, on rate. Voilà. Je pense qu'on va revenir. Inch'Allah, on reviendra. Bon, c'est juste des réglages. On a vu... il ne faut pas oublier que l'US Gorée est champion du Sénégal aussi. Hein. Nous avons perdu 2 points. En plus, c'est nous qui recevons. Si on perd ce match-là, si on mène 1-0, on prend un but comme ça. Coup de pied arrêté, on ne voit même pas, on prend un but comme ça. Je dis qu'il y a une erreur de placement, deuxième but qu'on prend sur coup de pied arrêté. Donc je dis que
il faut qu'on rectifie le tir. Et puis, autre résultat enregistré en cette troisième journée de Ligue 1. Génération Foot Jaraaf 1 but partout. Jambar US Ouakam 2 buts à 1. Teungueth Mbour FC 3 buts 0. Niambour Linguère 0 partout. Stade de Mbour Guédiawaye FC 2-0. La quatrième journée va se dérouler le week-end prochain avec comme affiche Jambar Gorée et Casa Sport Stade de Mbour. La région de Sédhiou, plus précisément le département de Goudomp, pour parler des jeunes qui réclament la construction de leur stade municipal. Le seul stade de la région n'a pas de gazon ni de projecteur, encore moins de grille de protection. Une situation qui, selon eux, explique leur contre-performance, surtout à l'extérieur. Goudomp réclame également des projets de développement pour freiner la forte migration clandestine vers l'Europe. Dans le département, plus d'une centaine de jeunes ont quitté le Balantakunda pour la Libye. Ils s'exprimaient lors de la finale de la Coupe du maire de Goudomp. Un compte-rendu signé notre correspondant sur place, Bakary Conté. Les jeunes de la commune de Goudomp réclament la construction d'un stade digne de son nom. Même cette année, Goudomp était sorti 3e pour la montée en National 2. Goudomp a perdu 3 matchs. Tous ces 3 matchs-là ont été perdus sur des gazons synthétiques. Ce qui veut dire que c'est vraiment lamentable qu'à l'aube du XXIe siècle, que les gosses ne savent même pas jouer sur un gazon synthétique. Que le gosse ne puisse même pas jouer sur les projecteurs. Vous avez même vu qu'à l'heure là, on doit même débuter le match on l'a débuté à 17h. On a peur de jouer le match normalement, on a joué le match à 35-35, à 30-30 autant pour moi, parce qu'on a peur que le match entre dans la nuit. Ces jeunes demandent aussi des projets de développement pour freiner la forte immigration clandestine vers l'Europe. Ce département fait partie des départements qui a le plus souffert de la crise casamançaise. Si que les jeunes aussi arrêtent de partir maintenant pour l'immigration clandestine. Cette année, on vient de perdre un jeune à Goudomp ici qui est mort. Un jeune qui est mort cette année, ça ne fait même pas un mois même. Un gosse qui est décédé en tentant de rejoindre l'Italie. Et cette année, l'équipe vainqueur à la cité millionnaire a perdu presque tous ses éléments. Là, actuellement, on a enregistré une centaine de départs ici. La mairie annonce une convention avec l'ADEM. Les conventions avec l'ADEM, on attend normalement un financement de un peu plus de 200 millions. C'est ce que nous voulons consacrer pour les infrastructures sportives et mettre en place un stade digne de son nom au niveau de la capitale départementale qui se trouve être Goudomp. Le maire de Goudomp a alloué une enveloppe financière de 5 millions de francs CFA aux jeunes de sa commune. Et voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'ai été ravie de vous l'avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, je passe le témoin à Chérif qui nous a déjà rejoint sur le plateau. Rebonsoir Chérif. Rebonsoir et ravi de te retrouver après un séjour à Touba. Vous avez prié pour nous. Oui, bien sûr. Et pour tous les téléspectateurs. Pour tout le Sénégal. Merci beaucoup Sarah Cissé. Rendez-vous demain pour le JT de 20h. Dans un instant, Pape Kalignang, la sécurité, ça le connaît. Il prend la parole ce soir dans l'invité du 20h. Il répondra aux questions de Mon Lubrakan.